Le premier signe de la crise ne vient ni des rapports, ni des gros titres. Il est venu d'une porte automatique qui tout simplement ne s'est pas ouverte. En 2025, Walmart a commencé à fermer des magasins à travers tout le pays, laissant des quartiers entiers sans accès aux produits alimentaires de base. Ce qui semblait impossible, des rayons toujours pleins, des prix bas, des allées éclairées, s'est effondré en quelques semaines. Les tarifs imposés par le gouvernement fédéral ont fait exploser les coûts d'importation, fait chuter les ventes et transformer des communautés entières en déserts alimentaires. Du jour au lendemain, la routine n'était plus d'acheter de la nourriture, mais de lutter pour la trouver. Au début de l'année, les hausses sont arrivées comme une marée que personne ne pouvait arrêter. Viande surgelée, produits laitiers, riz, haricots, légumes transformés, épices, additifs, tout est devenu plus cher, de 20% à 50% en quelques semaines. Surtout ce qui venait du Canada, du Mexique, d'Amérique centrale et d'Asie. Pendant un court moment, certains analystes ont insisté sur le fait que la plus grande chaîne de distribution du pays trouverait, comme toujours, un moyen d'amortir le choc. Mais un simple calcul a fait tomber cette croyance. Si l'impôt frappe les produits importés, si le transport augmente, si le stockage réfrigéré coûte plus cher et si le consommateur a un revenu comprimé, quelqu'un paie au bout du rayon. Le caddie est alors devenu plus léger. Les familles ont réduit les portions. Les listes ont été raccourcies. Et lorsque les ventes ont chuté, est venue la décision qui a résonné dans le maillage fin des petites villes. Fermer. En un seul mois, 154 magasins ont fermé dans 27 États. Environ 10 000 travailleurs ont été licenciés. Dans de nombreuses localités, ce magasin était le seul dans un rayon de 30 à 80 km. L'effet n'est pas seulement économique, il est géographique et temporel. Le temps nécessaire pour trouver de la nourriture double. L'essence consommée à chaque achat devient un obstacle. Planifier une semaine de repas se transforme en improvisation quotidienne. Là où il y avait accès, un désert s'installe. Là où il y avait routine, l'urgence s'installe. Le pays, qui s'était habitué à penser l'alimentation comme un droit pratique et non une promesse, a commencé à découvrir que la politique commerciale peut vider le réfrigérateur plus vite que n'importe quel discours ne remplit une tribune. Au nord, la ville de Rapids, dans le Minnesota, a été confrontée à cette réalité le 29 août 2025. Le plus grand point de vente de la région a éteint ses lumières. 176 personnes ont perdu leur emploi. Mais le chiffre qui importe vraiment n'apparaît pas sur la feuille de paie. C'était la seule source de denrées à prix abordable dans un rayon de 20 km. Une infirmière, retraitée, qui faisait le même trajet chaque lundi avec un voisin, a découvert que le bus ne desservait aucun marché alternatif. Une mère célibataire qui comptait sur des livraisons bi-hebdomadaires pour distribuer riz, haricots, œufs et poulets à 3 enfants, a fait le calcul des frais de transport et a compris que ce mois-là, la taxe engloutirait le lait. Les discussions sur le parking, auparavant centrées sur les coupons et promotions, sont devenues des échanges de cartes, de covoiturage et d'horaires. Avant, les familles dépensaient 200 à 300 $ par semaine. Maintenant, elles tentent de tenir avec 30 ou 40, comme si les mathématiques domestiques pouvaient, par miracle, produire des protéines avec un billet de 10 $. À l'ouest, dans la vallée centrale de Californie, Visalia a vécu une autre version de la même histoire en juillet. Un marché de quartier de la chaîne qui approvisionnait près de 14 000 foyers a fermé sans tambour ni trompette. Les travailleurs agricoles, soignants, familles d'immigrants légaux n'ont pas nécessairement perdu leur salaire, mais ils ont perdu le magasin qui faisait durer leurs revenus. Le supermarché le plus proche se trouve à 40 km. L'essence, parmi les plus chères du pays, a transformé le déplacement pour faire les courses en petit luxe. La réponse de la ville n'est pas venue par des affiches. Elle est venue sous forme d'habitude. Nouilles instantanées à la place des légumes frais, conserves à la place des produits laitiers, potager improvisé dans les arrière-cours pour produire laitue, tomates et coriandre. Le droit à la nourriture, qui semblait faire partie du contrat civilisateur, s'est retrouvé en concurrence avec le prix du litre et la disponibilité d'un chauffeur. Au Texas, Corsicana a perdu son seul hypermarché en juillet, un espace qui concentrait bien plus que des rayons. C'était là que l'on échangeait les prestations SNAP et EBT, là que l'on trouvait de la viande hachée bon marché, là qu'une famille avec une vieille voiture pouvait faire un voyage tous les 15 jours et assurer un stock pour 2 semaines. Sans le magasin, la distance jusqu'au marché suivant est de 64 km. Pour ceux qui ont une voiture, c'est une dépense et un risque mécanique. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est presque impossible. Dans les 6 semaines qui ont suivi la fermeture, les églises ont enregistré une hausse de 60% des demandes de paniers alimentaires.
Les bénévoles ont réorganisé méthodiquement les dons, protéines d'abord pour ceux ayant de jeunes enfants, glucides pour le reste, lait en poudre comptée. La cour de la congrégation est devenue un entrepôt logistique avec des gens marquant des horaires pour récupérer assez pour 2 jours, comme si une métropole assiégée avait été transplantée au cœur du Texas rural. En Floride, à Venice, la crise a pris un visage de peau fine. Une communauté de plus de 22 000 retraités a vu le seul magasin de la chaîne fermé sous la chaleur d'août. Beaucoup ne conduisent plus. Le bus passe loin et rarement. Marcher sous le soleil de midi équivaut à se déshydrater. Les petits marchés restants ont augmenté leur prix au gré du marché. Le lait est passé de 3,50 $ à presque 6 $ en 2 mois. Légumes frais, seulement via des applications de livraison, d'une solution inaccessible à ceux qui n'utilisent pas de smartphone, qui n'ont pas de carte ou qui ne font pas confiance aux écrans. En même temps, le tarif sur les produits latino-américains a fait grimper le coût de dizaines d'articles du petit déjeuner au dîner avec une hausse de 50% non corrélée aux ajustements des pensions. L'autosuffisance fièrement planifiée est devenue dépendance involontaire vis-à-vis des voisins, de la famille et de la solidarité communautaire. À Youngstown, dans l'Ohio, la nouvelle de la fermeture a atteint les caddies avant la radio locale. Le 5 août 2025, livreurs, manutentionnaires et travailleurs d'application ont découvert qu'il n'y avait plus de commandes à récupérer ni de marché à approvisionner. La partie est de la ville, avec un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale, est tombée dans un désert alimentaire aux rues larges et aux rayons vides. Le paquet de légumes surgelés qui coûtait moins de 3 $, lorsqu'il était trouvé, est passé à plus de 5 dans les petits magasins. Là, la décision corporative n'a pas accepté de médiation. Les régions aux marges comprimées par les nouveaux coûts d'importation ont été prioritaires pour les coupes. Le rapport est technique, la conséquence est intime. Le réfrigérateur est devenu un espace de choix impossible et les casseroles ont entendu une nouvelle grammaire. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Dans la région sud de Chicago, entre juin et août, 3 marchés de quartier ont fermé successivement. Joliet, Harvey, Cicero. Dans les quartiers denses, plus de 40% des habitants dépendent de l'aide alimentaire. Dans les épiceries survivantes, les mêmes articles coûtent entre 15% et 30% de plus. Une enquête en juillet a révélé un autre fait inquiétant. 63% des personnes interrogées à Joliet avaient réduit leur consommation alimentaire le mois précédent. Le bus ne relie pas le domicile au grand marché restant. La mère qui pousse un chariot avec 2 enfants mesure la distance au poids de ses bras. L'État, en tête du classement économique, montre dans les détails un sillon profond où le lait n'arrive pas à prix juste. En juillet, le Missouri, le cœur logistique du pays, a appris une amère ironie. Springfield, Columbia et les quartiers périphériques de St. Louis ont perdu 4 magasins de taille moyenne. L'État, qui relie voies ferrées, routes et voies navigables, est devenu un couloir de coups gonflés venant de l'Est et de l'Ouest. Lorsque la chaîne se bloque dans les ports et les centres de distribution, le Missouri cesse d'être un point de passage et devient un point de perte. Une étude universitaire locale a détecté une augmentation de 38% des zones à risque de devenir des déserts alimentaires en 6 mois. Dans les comtés agricoles comme Boone et Pettis, le paradoxe est palpable. La production des fermes s'accumule dans les silos, tandis que les quartiers voisins ne trouvent pas de légumes à prix abordables. L'État n'a présenté aucun plan. Le commerce de proximité ne peut pas, du jour au lendemain, créer un réseau de froid pour les produits laitiers et les viandes. Le camion traverse l'autoroute avec sa cargaison qui ne s'arrête pas et, à côté, la famille prévoit un dîner sans viande, sans fromage, sans jus d'orange. À Détroit, dans le Michigan, le réseau a réduit ses opérations dans les entrepôts de la région des Grands Lacs. La métropole a perdu en horaire, en stock, en fraîcheur. 2 magasins du comté de Wayne ont été officiellement placés en révision pour fermeture. Les cliniques, qui délivraient des bons alimentaires adaptés aux patients diabétiques ou cardiaques, ont vu les articles disparaître des rayons. La prescription médicale a troqué l'idéal contre le possible. L'État produit de l'agriculture, mais la ville n'en bénéficie pas. Le goulot d'étranglement n'est pas la ferme. C'est le réseau censé relier la ferme à l'assiette urbaine. En Arkansas, État supposé bénéficier d'une protection symbolique, 3 magasins, Pinellas, Camden, Helena West, Helena, ont fermé leurs portes. À Helena West Helena, 70% des habitants sont noirs. Les enfants ont perdu l'accès à pied à une alimentation bon marché. Les familles ont dû compter sur les dons et le silence officiel pesait plus que toute justification technique. Le message était clair, si même le jardin corporatif n'est pas épargné, personne ne l'est. Au Nouveau-Mexique, en juin, Hobbs, Las Vegas et les zones rurales autour de Roswell sont devenus des points vides. Parcourir 80 km pour acheter des provisions est une réalité pour quelques-uns et une fiction pour beaucoup. Le terrain est désertique, les revenus sont faibles, le réseau de transport est limité. En 2 semaines, les banques alimentaires ont été surchargées.
Les importations en provenance du Mexique, qui remplissaient le chariot avec des produits bon marché, ont subi des taxes qui ont fait grimper le prix du haricot, du riz et des œufs de 30 à 50%. Faute de densité de population pour attirer la concurrence, des zones mortes de commerce de détail se sont créées. Des zones effacées de la carte des investissements par des algorithmes qui équilibrent marge et distance, des coupes de cristal sur des étagères inaccessibles. Derrière ces scènes, il y a une architecture qu'il vaut la peine de comprendre. La chaîne du froid, qui conserve viande, produits et laitiers, jus et plats préparés congelés, dépend de l'énergie bon marché, de pièces importées pour la maintenance, d'additifs stabilisateurs dont le coût augmente lorsque la politique tarifaire change. Les conteneurs traversant les océans fonctionnent avec des contrats indexés sur le carburant et l'assurance. Lorsque le risque administratif et de change augmente, le coût aussi. Les entrepôts régionaux calculent les stocks comme une équation millimétrée entre durée de conservation et rotation. Le commerce de détail à bas prix vit de centimes multiplié par millions, pas de marges élevées. Un point de pourcentage supplémentaire de coût direct au départ devient, multiplié par les maillons, une hausse visible sur l'étiquette finale. Quand cela se produit simultanément dans des dizaines de catégories, le consommateur perd la capacité de compenser les imprévus avec des astuces de cuisine. La scène se répète dans des cuisines invisibles au bord des routes. Une mère à Rapids ouvre le congélateur et passe le doigt sur une surface blanche, essayant de deviner si le goût du poulet de la semaine dernière s'accorde avec le riz d'hier. À Visélia, un travailleur agricole apprend à son fils à choisir les tomates à l'odeur et non à la couleur, car ce qui arrive est ce que le camion a apporté, pas ce que le calendrier a dicté de cueillir. À Corsicana, une bénévole organise la file avec le calme de quelqu'un qui sait que le plus grand risque est que l'embarras devienne abandon. À Venise, une retraitée marque le lait au stylo, traçant des lignes sur le plastique pour qu'il dure jusqu'à la consultation au centre de santé. À Youngstown, un livreur range son sac et appelle 2 clients fidèles, offrant un covoiturage solidaire jusqu'au marché lointain. À Joliet, une directrice d'école ajuste le menu de la cantine, essayant que les calories ne trompent pas le corps des enfants. À Saint-Louis, un camionneur traverse l'État avec des produits de laitiers périssables et des histoires persistantes de villes qui étaient des points fixes sur le GPS de la vie et sont maintenant des sorties d'urgence. Ce récit pourrait continuer à énumérer les portes fermées. Mais la question essentielle n'est pas où, mais de pourquoi et qui. Pourquoi les décisions macroéconomiques ont-elles ignoré la fragilité d'une chaîne qui, bien que gigantesque, est faite de maillons fins ? Qui paie, en pratique, le prix d'une politique qui promettait de renforcer le producteur national et qui, à court terme, a affaibli le consommateur pauvre. Certains soutiennent que c'est un sacrifice nécessaire et temporaire. Le temps dira ce qui est vrai. Pendant ce temps, le temps des gens n'attend pas. L'enfance ne suspend pas la croissance jusqu'au prochain cycle agricole, la vieillesse ne retarde pas le médicament en attendant un bond. La semaine de celui qui vit de l'heure supplémentaire ne s'allonge pas pour compenser 40 km supplémentaires jusqu'au marché. Dans les rayons vides, la dignité a pris un autre synonyme. Improvisation, échanger le fromage contre de l'amidon, le café contre de l'eau tiède, l'œuf contre du pain. Au barbecue du dimanche, le rituel change. Moins de viande, plus de souvenirs. Moins de charbon, plus d'histoire. Dans les pizzerias de quartier, la pâte devient plus épaisse pour faire semblant que le fromage est le même. Dans les cafés du coin, la tasse diminue et la conversation augmente car parler reste gratuit. La culture, qui se manifeste dans des gestes répétés, les commence à glisser. Un pays qui a toujours pu se jouer de l'abondance découvre d'un coup le poids de la rareté silencieuse. Il est tentant de chercher des coupables uniques, mais le miroir renvoie une image plus inconfortable. Le réseau de distribution est avant tout un thermomètre. Si même lui, avec son pouvoir d'achat global, ses routes propres et ses centres automatisés, ne peut pas contenir la courbe des coûts, aucun acteur plus petit ne le pourra. Et quand le thermomètre indique de la fièvre, le casser ne guérit pas la maladie. Le problème est systémique. Il réside dans le chevauchement des tarifs, l'augmentation du coût du transport, les goulets d'étranglement portuaire, les barrières bureaucratiques qui retardent le réapprovisionnement et la sensibilité extrême d'un réseau conçu pour fonctionner avec la précision d'une horloge et une marge d'erreur minimale. Le débat public persistera sur des dichotomies. Que vaut davantage la souveraineté productive ou le prix sur l'étagère ? Comment protéger la campagne sans punir la ville ? Comment sécuriser l'emploi industriel sans vider l'assiette de ceux qui vivent de leur salaire ? Les questions sont légitimes. Ce qui ne l'est pas, c'est d'accepter la faim comme effet secondaire. Il n'y a aucun drapeau qui justifie un réfrigérateur vide. Aucun slogan ne rembourse le café que le grand-père a renoncé à prendre. Le coût moral de normaliser la pénurie, même partielle, même intermittente, est trop élevé pour figurer dans une note technique. La chronologie de 2025, de janvier à août, a enseigné de force
que l'alimentation est une infrastructure aussi critique que l'électricité et l'eau. Lorsqu'elle fléchit, tout souffre. La santé publique, avec davantage d'ultra-processés dans les régimes dits à faible revenu, l'éducation, avec des repas scolaires appauvris, la productivité, avec des travailleurs fatigués, hypoglycémiques, déshydratés, la cohésion sociale, avec l'augmentation des fils, de l'embarras, des micro-conflits. Et elle a donné une autre leçon. Les décisions nationales doivent s'adapter aux jambes de ceux qui marchent et aux réservoirs de ceux qui conduisent. Un tarif n'est pas qu'un pourcentage. C'est un kilomètre de plus, un bus de moins, une application inaccessible. Pendant que le pays décide où tracer la ligne infranchissable, s'il est possible d'ajuster la politique commerciale sans étrangler l'accès quotidien, les villes se réorganisent. Les réseaux de voisinage remplacent, par morceaux, ce que la chaîne corporative n'a plus pu fournir. Covoiturage solidaire, potager communautaire, liste de courses partagées, groupes qui surveillent les promotions, cuisine qui se relaie pour garantir des protéines à ceux qui en ont le plus besoin. Ces solutions ne peuvent pas se déployer à l'échelle d'un centre de distribution, mais elles maintiennent allumée la flamme du quotidien, une bougie contre la panne. Et lorsque les portes automatiques s'ouvriront à nouveau quelque part, car elles s'ouvriront à un moment donné, il faudra se souvenir de ce qui est redevenu clair pendant qu'elles étaient enfermées. Quelque chose d'aussi simple qu'acheter de la nourriture ne peut pas dépendre de la somme de tant de hasards. Cela ne peut pas dépendre du fait que la taxe ait changé hier, que le camion soit tombé en panne aujourd'hui, que l'application ne fonctionne pas sur le téléphone de quelqu'un aux mains tremblantes. La résilience d'un pays ne se mesure pas au nombre d'entrepôts, mais à la distance, en minutes, qui sépare une famille du pain quotidien. Cette vidéo ne demande ni apathie, ni colère aveugle. Elle demande mémoire. Elle demande que chaque scène, celle de Rapids, de Visalia, de Corsicana, de Venice, de Youngstown, de Joliet, de Saint Louis, de Detroit, de Helena West, Helena, de l'intérieur du Nouveau-Mexique, soit conservée comme preuve que les systèmes grandioses échouent dans les détails. Elle demande que la prochaine feuille de calcul qui décidera une fermeture porte, en marge, les heures de bus qui n'existent pas, les genoux qui ne tiennent pas, les mains qui ne tapent de pas, les enfants qui ne comprennent pas le mot « taxe ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que chaque ligne comptait, parce que chaque histoire a trouvé sa place dans votre attention, parce que chaque silence, celui de la porte qui n'a pas ouvert, du congélateur qui n'a pas fonctionné, du bus qui n'est pas venu, a eu du sens dans votre oreille, qu'il ne se perde pas dans le bruit des semaines à venir, que, lorsque le prochain graphique apparaîtra, vous vous souveniez du son qui ne s'est pas fait entendre. Et que, lorsque quelqu'un promettra de protéger l'Amérique, vous demandiez, avec la simplicité de celui qui se tient devant une étagère presque vide, « Protéger qui, exactement, et à quel prix ?» Ce n'est pas une annonce en lettres capitales qui nous a conduits ici. C'est le silence d'une porte automatique qui n'a pas ouvert, du couloir qui s'est assombri, de la liste de courses qui a perdu tout sens. En 2025, les taxes ont érigé un mur invisible entre ceux qui avaient besoin de manger et l'endroit où la nourriture se trouvait. Du Minnesota à la Californie, du Texas au Nouveau-Mexique, le même scénario s'est répété. Prix soudainement augmenté, caddie qui rapetissent, feuille et seuil de calcul qui ne ferment pas, magasin qui ferme. Là où il y avait routine, l'urgence s'installe. Là où il y avait accès, un désert s'installe. Les histoires changent d'adresse, mais elles racontent la même vérité. À Rapids, le dernier grand magasin dans un rayon de 20 km éteint sa lumière et laisse les personnes âgées sans bus et les familles sans alternative. À Visalia, le coût de l'essence transforme le déplacement pour les courses en luxe et les jardins deviennent des potagers par nécessité. À Corsicana, la récupération des aides SNAP et EBT perd son guichet. La file de l'église devient logistique de survie. À Venise, le lait coûte presque 2 fois plus et l'application qui promettait de tout résoudre ne tient pas dans la main de ceux qui n'ont pas de smartphone. À Youngstown, l'économie informelle s'effondre avec la porte métallique. À Joliet, plus de la moitié admet manger moins. À Saint-Louis, les aliments traversent l'État sans s'arrêter, tandis que les quartiers voisins voient leur garde-manger se vider. À Detroit, la prescription alimentaire devient une improvisation honnête. À Helena West. Helena, le jardin de l'entreprise, montre que même le propre jardin n'est pas protégé. À l'intérieur du Nouveau-Mexique, 80 km transforme la faim en problème géographique. Chercher un seul coupable est tentant. Mais Walmart, dans cette histoire, est avant tout un thermomètre. Si même le géant aux marges microscopiques et à la flotte propre ne peut absorber le choc, le problème n'est pas dans la caisse, il est dans le système. Taxes sur les intrants et les aliments, frais plus chers, réseau frigorifique c'est-à-dire sous pression, délais qui ne ferment pas, la mathématique qui semblait abstraite devient étiquette, distance, temps perdu, dignité blessée. Quand une chaîne conçue pour la précision fonctionne avec friction, ce sont ceux qui ne peuvent pas choisir qui paie en premier. Il y a un coût qui n'apparaît pas dans le rapport trimestriel, le coût moral de normaliser la pénurie.
Échanger du fromage contre de l'amidon, de la viande contre des souvenirs, un œuf contre du pain n'est pas seulement une adaptation culinaire. C'est un abaissement silencieux du niveau de vie. L'enfance n'attend pas le prochain accord commercial pour retrouver des protéines dans l'assiette. La vieillesse ne suspend pas les médicaments en attendant que le fret baisse. Le travail ne rallonge pas la journée pour parcourir 40 km de plus jusqu'au magasin restant. L'alimentation est une infrastructure. Lorsqu'elle échoue, la santé, l'éducation, la productivité et la cohésion sociale échouent avec elle. Que faire alors ? Reconnaître que la politique commerciale ne peut être conçue loin du bus qui ne passe pas, que les chaînes d'approvisionnement ont besoin de redondance, pas de bravade, que les bons et programmes d'assistance doivent réagir à l'inflation réelle, pas au calendrier fiscal, que les cartes de risque de déserts alimentaires doivent orienter les lignes de bus, les incitations aux marchés de quartier, les achats publics, les chambres froides communautaires et les partenariats entre fermes régionales et écoles. Ce n'est pas simple, mais c'est possible et urgent. Si cette crise laisse une question pour la mémoire collective, c'est celle-ci. Protéger qui exactement et à quel prix ? La promesse de souveraineté ne peut pas faire payer en silence le café du retraité, l'œuf de la cantine, la viande du dimanche. La prochaine fois que la feuille de calcul suggérera une fermeture supplémentaire, qu'elle porte en marge les heures de marche qui ne tiennent pas sur les genoux d'une grand-mère, les kilomètres de désert qui ne tiennent pas dans le réservoir de celui qui fait des petits boulots, le vide qui ne tient pas dans un slogan. Que chacun se souvienne du son qui ne s'est pas fait entendre, la porte qui n'a pas ouvert, et de ce qu'il signifiait. La dignité alimentaire n'est pas un luxe rhétorique, c'est la ligne de base de toute communauté civilisée. Si cette immersion vous a aidé à voir ce qui se cache derrière le prix sur l'étiquette et le silence dans le couloir, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines enquêtes.